comme je le disais avant d'avoir été grossièrement interrompu par la technique, introduction sur l'art permet-il de refaire le monde? Dans La frontière invisible, vous soulignez les titres 2004, Benoît Peters et François Scheuten, dont j'ai écrit les noms au tableau. Nous plonge dans un monde extraordinaire où la cartographie a été érigée au rang d'art. Il s'agit pour les géographes, géographes, de produire une maquette de l'Empire dans tous ses détails. Du moindre ruisseau au moindre arbrisseau. Si bien que la maquette finit par atteindre une taille critique. La maquette finit par atteindre une taille critique. Oui. Arbrisseau, c'est un petit arbre. Si bien que la maquette finit par atteindre une taille critique. Recouvrant une portion de plus en plus importante du territoire. Une partie de plus en plus importante du territoire. C'est alors que sont révélés les projets politiques du centre de cartographie. En recopiant à l'identique. En recopiant à l'identique tous les détails du territoire. En recopiant à l'identique tous les détails du territoire. Le régime contraint le pays à rester figé dans le folklore, tout en le poussant à étendre son territoire. Tout en le poussant à étendre son territoire. L'art permet ici de refaire le monde
dans tous les sens du terme. Si l'on fait exception, de l'art contemporain, en littérature comme dans les arts plastiques, l'œuvre d'art a toujours été pensée dans un rapport de représentation du monde. Et on peut penser, ou on peut croire, en tout cas, qu'une pratique artistique qui se couperait totalement d'une référence au monde, une pratique artistique qui se couperait totalement d'une référence au monde, serait stérile. Mais pas plus stérile, ou pas moins, pas plus stérile qu'un art qui serait la pure reproduction du réel. Pas plus stérile qu'un art qui serait la pure reproduction du réel. Une pure reproduction du réel. Car il détruirait ce qui constitue l'œuvre d'art, car il détruirait ce qui constitue l'œuvre d'art en tant que telle, à savoir l'autonomie de ses propriétés esthétiques. Une œuvre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, une œuvre vaut pour elle-même. L'art permettrait donc de créer de nouveaux mondes, au risque d'une distanciation du réel, d'une mise à distance du réel. Alors, annonce du plan. Pour vous donner un modèle d'annonce de plan qui ne soit pas dans un premier temps nous verrons si, etc., etc. Tout d'abord, si l'art vise à représenter le monde,
Alors se pose la question de la vérité de l'œuvre d'art. Dans sa conformité au réel. Se pose la question de la vérité de l'œuvre d'art dans sa conformité au réel. Mais si l'art fait nécessairement référence à des aspects du monde, n'instaure-t-il pas en même temps des lois qui lui sont propres? N'instaure-t-il pas en même temps des lois qui lui sont propres? C'est pourquoi il nous faudra prendre au sérieux la dimension politique de l'art en nous demandant si l'artiste, ne transforme pas le monde d'ici-bas en créant des mondes qui se trouvent au-delà du réel. En créant des mondes qui se trouvent au-delà du réel. Au-delà du réel, référence à une série X-Files. Vous êtes nuls. Et point final. Alors ça fait combien là? À la louche? Ça fait une bonne page? C'est le format. C'est le format. Alors on s'y met tout de suite en attaquant la question de l'art et de la technique chez les Grecs et en particulier chez Aristote. Toc toc, il faut que je retrouve le texte. Voilà. Alors nous y voilà. Grand 1, l'art, imitation du monde réel, point d'interrogation. Donc là, je vais reprendre un débit de parole beaucoup plus fluide. L'art, imitation du monde réel. Alors, on va se poser d'une part la question de savoir ce que fait l'art et l'artiste. Est-ce que l'art consiste essentiellement en l'imitation du monde? Et on va défendre la thèse avec Aristote que c'est effectivement le cas, qu'il n'y a pas d'art sans mimésis. Alors, une petite mise au point sur ce que c'est que l'art dans le contexte aristotélicien, dans le contexte grec. Qu'est-ce que c'est que l'art pour les Grecs? Alors, l'art se dit en grec ancien techné, T-E-K-N-E, accent grave, techné.
Et là, normalement, vous me faites une remarque. Techné, ça va plutôt donner technique. Ok. Le concept de techné renvoie, pour les Grecs, à l'expérience qui permet ensuite de trouver le meilleur moyen pour parvenir à une fin. Autrement dit, on pourrait dire que la techné, c'est l'art de trouver le meilleur moyen. Oui, pour parvenir à une fin. C'est pour ça que les Grecs inventent quasiment le concept d'art martial, c'est-à-dire d'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est la stratégie et la tactique. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à trouver le meilleur moyen, effectivement, de parvenir à une fin qui est la victoire. Alors c'est là que Platon et ensuite Aristote vont effectuer, surtout Aristote d'ailleurs, vont effectuer une distinction qui va s'avérer très importante pour nous et puis pour l'histoire de la pensée occidentale. Aristote va distinguer deux types de techniques, deux types de techné, devrais-je dire. Une espèce de techné où la fin est extérieure à l'action effectuée. La finalité de l'action ne se situe pas dans l'action elle-même. C'est le cas lorsque l'action ne contient pas sa propre finalité, lorsque la finalité de l'action est extérieure à l'action. Bah, typiquement, la discipline militaire, est une condition nécessaire à la victoire, mais elle ne suffit pas à la victoire, elle ne participe pas directement à la victoire. Et puis, il y a une autre espèce de techné où l'action contient sa propre finalité, où la finalité de l'action est incluse dans l'action. Autrement dit, l'action est bonne en elle-même. Elle est utile en elle-même. Elle participe de l'œuvre. Elle fait partie de l'œuvre. Là, c'est justement ce que nous appelons art. Un exemple, toutes les techniques de danse servent à la danse. Autrement dit, il n'y a pas d'extérieur. Savoir faire des pointes, par exemple, en danse classique, c'est pas différent. Ce n'est pas différent, si vous voulez, que de danser. C'est la même chose. Et donc l'action technique, si vous voulez, le geste technique en danse, c'est de la danse. Alors que savoir se lever à 4 heures du matin, jouer de la musique militaire, marcher au pas, ce n'est pas la victoire. Vous voyez la différence. Donc dans un cas, il y a une action technique qui va contribuer à une fin, mais la fin est clairement extérieure à l'action technique. Et dans l'autre cas, il y a une action technique qui participe directement en fait d'une œuvre. Et ça, c'est l'art. Ça, c'est l'art. Okay. Autre exemple, la peinture. Le tableau, c'est tous les coups de pinceau que vous mettez sur le tableau. Et donc le moindre coup de pinceau
c'est le tableau. Chaque geste technique du peintre participe à la création de l'œuvre, est partie intégrante de l'œuvre. Et on peut en dire autant de tous les arts, de toutes les pratiques artistiques, si vous voulez, de la photographie au cinéma, en passant par le théâtre, hein, et y compris surtout des métiers artistiques très techniques. Par exemple, je pense au cinéma, bah, tout est art dans la moindre technique cinématographique, hein, que ce soit la prise de son, que ce soit le jeu d'acteur, que ce soit le script, etc., etc. Tout va finir par aboutir à l'œuvre. Tout est déjà l'œuvre. Alors, Aristote va dire, mais nous allons lire le texte qui introduit ce problème dans l'histoire de la philosophie. Aristote va dire que l'art est foncièrement mimésis. Fondamentalement mimésis. M-I-M-E, accent aigu, S-I-S. Et mimésis, ça a donné quoi en français? Mimésis. Le mime, donc l'imitation. La mimésis, c'est un mode de création par imitation. Ouais. Alors, Aristote va... J'ai dit, Aristote va dire que l'art était fondamentalement mimésis. Quelque chose comme ça. Mais pour Aristote, la mimésis ne s'oppose pas à la création. Pourquoi? Parce que l'artiste va imiter la manière dont la nature crée. Autrement dit, lorsqu'Aristote dit que l'art imite la nature, il ne dit pas seulement que l'art imite les objets naturels, hein, je ne sais pas moi, les oiseaux, les arbres, le bruit du vent, enfin je ne sais pas. Aristote veut dire le poète crée, idéalement le poète crée à la manière de la nature, comme la nature crée elle-même. C'est le mythe d'Orphée. C'est le mythe d'Orphée qui est capable de donner vie à des rochers. Ou le mythe de Pygmalion, qui est capable de donner vie à sa statue. Alors, c'est ce que nous allons voir en lisant le début des Poétiques. Alors, ça va? Ok. Nous allons parler et de la poétique elle-même et de ses espèces. Alors, un truc que je dois vous dire tout de suite, la poétique, c'est l'art. Pour Aristote, c'est ce type de techné qui contient sa propre finalité. Donc l'art, c'est poésis, poiesis, pardon, P-O-I-E-S-I-S, ou poétique en français. Donc, en gros, on va parler de l'art. Nous allons parler et de la poétique elle-même et de ses espèces. Donc de l'art en général et des arts en particulier. Dire quel est le rôle de chacune d'elles et comment on doit constituer les fables pour que la poésie soit bonne. Puis, quel est le nombre, quelle est la nature des parties qui la composent. Nous traiterons pareillement des autres questions qui se rattachent au même art, et cela en commençant d'abord par les premières dans l'ordre naturel. L'épopée, la tragédie, la comédie, la poésie,
le jeu d'acteur, l'art de jouer de la cithare, en majeure partie se trouvent être toutes, en résumé, des imitations. Seulement, elles diffèrent entre elles par 3 points. Leurs éléments d'imitation sont autres. Autres, les objets imités. Autres, enfin, les procédés et la manière dont on imite. En effet, de même que certains imitent beaucoup de choses avec des couleurs et des gestes, les uns au moyen de l'art, d'autres par habitude, d'autres encore avec l'aide de la nature seule, de même, parmi les arts précités, tous produisent l'imitation au moyen du rythme, du langage et de l'harmonie, employés séparément ou mélangés. Ainsi, l'harmonie et le rythme sont mis seuls en usage dans le jeu d'acteur, l'art de jouer de la cithare et dans les autres arts qui ont un rôle analogue. Le rythme est l'unique élément d'imitation dans l'art des danseurs, abstraction faite de l'harmonie. En effet, c'est par des rythmes figurés qu'ils imitent les mœurs, les passions et les actions. L'épopée n'emploie que le langage pur et simple, ou les maîtres, soit qu'elles mélangent ceux-ci entre eux, ou qu'elles ne viennent à mettre en usage qu'un seul genre de maître, comme on l'a fait jusqu'à présent. Alors qu'est-ce que c'est qu'un maître? Un maître, c'est un type de rythme du vers. Typiquement, l'alexandrin. Vous avez fait un peu de français et vous savez ce que c'est qu'un alexandrin. Un alexandrin, ce n'est pas un vers de 12 syllabes. Un alexandrin n'est pas un vers de 12 syllabes. Qu'est-ce que c'est qu'un alexandrin? Un alexandrin, c'est 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Autrement dit, c'est un rythme. C'est 1, 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 1. C'est ça un mètre. Un mètre, c'est un type de scansion de la phrase. C'est un type de rythme dans le vers. C'est pas simplement une question de syllabes, c'est même tout le contraire d'une question de syllabes. C'est une question de rythme, autrement dit de répartition du son dans la phrase. Qui fait du solfège? De la musique en général. En gros, c'est la différence entre une croche, une noire et une blanche. C'est la longueur, si vous voulez, des syllabes dans une phrase. Au passage, la poésie, jusqu'au Moyen-Âge, c'est du chant. C'est pas dit, c'est chanté. Okay, d'où la chanson de Roland. La chanson de Roland, c'est vraiment une chanson. Ça se chante. Alors, fin de la parenthèse sur le maître. Ce sont la poésie dithyrambique, celle des neumes, la tragédie et la comédie. Ces genres diffèrent en ce que les uns emploient ces 3 choses à la fois et les autres quelqu'une d'entre elles séparément. Voici les différences qui existent entre les arts quant à la pratique de l'imitation. Alors je poursuis un petit peu. Chapitre 2. Différentes sortes de poésie selon les objets imités. Comme ceux qui imitent des gens qui agissent et que ceux-ci seront nécessairement bons ou mauvais, presque toujours les mœurs se rattachent à ces 2 seules qualités, et tous les hommes en fait de mœurs diffèrent par le vice et par la vertu. Il est binaire. Il s'ensuit nécessairement aussi que nous imitons des gens ou meilleurs qu'on ne l'est dans le monde, ou pire, ou de la même valeur morale. C'est ainsi que parmi les peintres, Polygnote représentait des types meilleurs, Poson des pires, et Denis des types semblables. Seulement, il est évident que chacun des genres d'imitation comportera les mêmes différences et que de plus, l'imitation sera autre, en ce sens qu'elle imitera d'autres choses de la même manière. Ainsi, dans la danse, dans le jeu de la flûte, dans celui de la cithare, il est possible que ces dissemblances se produisent. De même dans le langage et dans la versification pure et simple. Par exemple, Homère nous présente des types meilleurs, Cléophon des semblables, Hégémon, celui qui le premier composa des parodies, et Nicocarès,
l'auteur de la Déliade des types inférieurs à la réalité. Et dernier chapitre, différentes sortes de poésie selon la manière d'imiter, pardon. La troisième différence consiste dans la manière d'imiter chacun de ces êtres. En effet, il est possible d'imiter le même objet dans les mêmes circonstances, tantôt sous forme de récit et en produisant quelque autre personnage, comme le fait Homère, ou bien le personnage restant le même sans qu'on le fasse changer, ou encore de telle façon que les sujets d'imitation soient présentés agissant et accomplissant tous par eux-mêmes. L'imitation comporte donc les trois différences que voici, comme nous l'avons dit en commençant: les circonstances où elle a lieu, son objet, son procédé. Par l'une, Sophocle est un imitateur dans le même sens qu'Homère, tous deux imitant des êtres meilleurs. Par la seconde, il l'est dans le même sens qu'Aristophane, car tous deux imitent en mettant leurs personnages en action. De là le nom de drame, dramata, donné à leurs œuvres, parce qu'ils imitent en agissant. Drama signifie action. Alors, que nous dit Aristote? Aristote nous dit tout d'abord que l'art, la poiesis, est mimesis. La création artistique procède de l'imitation. Imitation de quoi? De la nature. Mais comment l'artiste imite-t-il la nature? Aristote va distinguer trois critères. 3 points. Premier critère, les éléments d'imitation. Qu'est-ce qu'Aristote entend par là? Aristote entend les propriétés de la nature que l'artiste va imiter dans son œuvre. Et quels sont ces éléments? Par exemple, le rythme, le son, la forme visuelle et les couleurs, le mouvement. Etc. Deuxième critère, le type d'objet imité. Est-ce qu'on imite une émotion, des êtres naturels, par exemple des paysages, des animaux, des êtres humains, des formes géométriques, l'architecture, des personnages grotesques, des personnages héroïques, etc., etc. Troisième type, troisième critère de l'imitation, la manière dont on imite. La manière dont on imite. Et alors, il y a trois possibilités dans ce troisième critère. Soit pour parler comme Bossuet, soit on montre les hommes tels qu'ils sont,
soit pires qu'ils ne sont, soit meilleurs qu'ils ne sont. Donc soit on est réaliste, soit on est laudatif, on grandit euh, l'être humain par ses héros, par exemple. Oui, laudatif c'est mieux. Laudatif ça vient de louer. Laudate dominus, la louange. Soit on est péjoratif. Je vous dis donc à demain. Et on finit Aristote et on commence Platon demain. Bonne journée.